Monsieur, bonsoir. Schéma directeur, thème, la problématique des élections en Afrique, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les élections ont pour rôle de permettre au peuple de choisir ses représentants à l'Assemblée nationale. Elles permettent aussi de choisir le président de la République. Dans ce sens, les élections constituent une action déterminante en un système démocratique. En Afrique, elles se terminent toujours par des contestations qui entraînent le plus souvent, vous le savez, des guerres civiles. Le 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont voté et tout s'est passé dans le calme. Les partis de l'opposition significative ont boycotté l'élection présidentielle à la suite du refus de M. Alassane Dramane Ouattara de réformer le code et la liste électorale pour le rendre plus transparent et démocratique. Naturellement, cette opposition réunie au sein de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, notamment le Front populaire ivoirien, le FPI de Laurent Gbagbo, ne reconnaît pas le président élu avec un score fleuve de 83,66% des suffrages. Comment en est-on arrivé à cette situation qui pose justement la problématique des élections en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette question, nous avons sur le plateau des schémas directeurs un éminent chercheur qui connaît très bien notre pays, la Côte d'Ivoire. Invité des schémas directeurs donc, le professeur Michel Gali. Michel Gali est politologue et sociologue. Il est également chercheur au Centre d'études sur les conflits à Paris. Il est professeur de géopolitique à l'ILERI, Institut des relations internationales de Paris, et rédacteur en chef associé de la revue Conflits, Culture et Conflits. Après des terrains d'investigation en Amérique latine, au Mexique et en Afrique du Nord, au Maroc, il a effectué un séjour de 7 ans en Côte d'Ivoire et suit de très près les conflits africains depuis une quinzaine d'années. Alors, professeur, je l'ai dit en introduction, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'est passée dans le calme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'avenir de la Côte d'Ivoire s'annonce prometteur pour ce pays qui cherche la paix depuis 2010? Oui, bonjour à tout le monde. Alors c'est vrai que contrairement à ce que certains pensaient, il n'y a pas eu de violence au moment de cette élection. Mais c'est tout simplement parce que vous l'avez dit qu'une grande partie de l'opposition a boycotté. Alors le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo a donné des chiffres autour de 11% de participation, donc entre 80 et 90% d'abstention. Et ceci explique cela. Alors, j'ai des collègues ou des collègues à nous, journalistes, qui reviennent de Côte d'Ivoire, qui me disaient aussi que les gens ont peur. Les gens ont peur, dont un certain nombre d'abstentionnistes, ce n'est pas tous des partisans du FPI, ça peut être des gens qui sont issus du ouattarisme, ça peut être des gens qui ont peur de violence et qui préfèrent rester chez eux, ça peut être de manière peut-être minoritaire des gens qui pensent... qui sont partisans de Ouattara et qui pensent que tout est plié, que l'élection est truquée comme tout le monde le sait, et que ce n'est pas la peine de se déplacer. Quoi qu'il en soit, des gens qui sont élus, ou soi-disant tels, autour de 15%, ils ont évidemment, peut-être on va y venir, très peu de légitimité. Donc je dirais que ces présidentielles n'ont rien réglé. Toutes les chanceliers occidentales en Côte d'Ivoire parlent de 20%. Bon, le chiffre, je n'ose pas le dire, mais c'est 20%. Vous parlez de 15%, quel est le vrai chiffre? Alors là, on ne peut pas avoir de vrai chiffre, parce que, comme d'ailleurs aux élections de 2010, j'aurais tendance à dire que au Nord, les chiffres ne veulent rien dire. Il y a des chiffres qui tournent en 98%, 99% en faveur de Ouattara. Bon, c'est tout aussi étonnant maintenant qu'il y a 5 ans. Donc c'est très difficile à dire. Le Front populaire ivoirien avait des observateurs au fond parallèles, puisqu'ils n'étaient pas dans les bureaux de vote étant donné qu'ils prenaient l'abstention. D'après les sources que j'ai à Abidjan, ils ont quand même des contacts au sein de la commission électorale soi-disant indépendante et qui corroborent, même si elle ne le dit pas officiellement, des chiffres très importants d'abstention. La CEI est passée de manière extrêmement curieuse pour un organisme
d'État qui est quand même, tout le monde le sait, entièrement contrôlé par les pro-Ouattara, d'un taux de 60% à 54 à 52%. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Donc moi je retiens un chiffre de participation entre 15 et 20%, c'est ce qu'a dit, vous avez fait allusion à ça, la chaîne française Antenne 2. Hein, et voilà. Alors que d'autres, qui sont sans doute le relais du Quai d'Orsay ou de l'Élysée, comme France 24, avec des pseudo-analystes d'ailleurs, ont passé ça au fond à la trappe ou caché au fond à la population française et au public international cette abstention extrêmement forte. De même, si vous regardez le chiffre Radio France Internationale, je ne vois pas tellement qu'on ait insisté sur ce taux d'abstention massif. Alors, professeur, on peut se demander pourquoi, vous l'avez déjà un peu dit, hein, pourquoi l'opposition conteste les résultats Bon, ben vous-même, vous avez donné aussi des clés, hein, c'est-à-dire pas de liste électorale claire, pas de concertation entre le pouvoir et l'opposition pour les conditions matérielles. Et c'est ce que demandaient des gens quand même relativement modérés, comme le diplomate Amara Essi ou l'ancien Premier ministre Conan Banny. Il n'y a pas que le FBI qui demandait des conditions correctes pour l'élection. Et puis il y a cette chose massive de l'article 35 qui fait qu'au fond, sans changement de la Constitution, Alassane Draman Ouattara n'est tout simplement pas éligible. Hein. Ça, il faut revenir aussi aux causes profondes qui remontent bien avant d'ailleurs les élections de 2010, puisque c'est aux accords de Pretoria que de manière exceptionnelle on a permis sa candidature, mais pour une seule fois. Mais professeur, est-ce que, bon, pour quelqu'un qui est déjà président de la République, est-ce que c'était opportun de remettre encore en cause son éligibilité? Oui, alors effectivement, il était coincé de tous les côtés. Vous avez vu que sans le dire, le juriste Francis Vaudier, qui en a pourtant avalé beaucoup de couleuvres et a légitimé, au fond, après coup, la soi-disant élection de Ouattara, comme quoi sa reconnaissance par la communauté internationale, là il a démissionné pour ne pas cautionner justement une sorte de forfaiture constitutionnelle, pour appeler les choses par leur nom. Et il a prôné non pas le passage d'une réforme à la Constitution par l'Assemblée nationale, mais un référendum, où, d'après moi en tout cas, hein, de manière politologique, si Alassane Ouattara contrôle peut-être un tiers des voix, sans parler des déçus de ses propres partisans qui ont quitté au fond son camp, donc il n'aurait jamais pu avoir une acceptation par les urnes d'une réforme de la Constitution. Et je lui souhaite bien du plaisir s'il veut à la fois de nouveau changer. Mais là, le professeur, en ce moment, il n'a plus rien à perdre, puisque officiellement, il est à son dernier mandat. Oui, effectivement. Oui. Alors, si on peut faire peut-être un peu de comparatisme, ce qui est étonnant pour l'observateur, c'est l'absence de réaction. Par exemple, c'est sur le même point qu'au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa sans doute bientôt, et puis auparavant surtout Burkina Faso, et les deux pays, la Côte d'Ivoire étant intimement liés, que la population s'est soulevée. Alors moi, je verrais deux facteurs explicatifs. Un, c'est que quand même la Côte d'Ivoire est toujours profondément divisée sur le plan politique, sur les fiefs ethnico-régionaux, comme j'ai l'habitude de dire aussi. Et puis, cette explication, au fond, par la violence et par la peur, à mon avis, bien que dissimulée, est sans doute la cause profonde. Les gens ont été massacrés dans la conséquence de la dernière crise post-électorale. Au nord d'ailleurs depuis 2002, au sud au moment du carnage à la prise d'Abidjan et du contrôle du sud par les FRCI et autres DOSO, avec la complicité bienveillante de ce que j'appelle les deux corps expéditionnaires, Licorne et Onussi, et donc tout ça reste dans les esprits. Alors les 3000 morts, à mon avis, c'est un chiffre complètement fallacieux. La commission Dialogue et Vérité de Conan Banny a donné le chiffre un peu approximatif de 16 000 victimes civiles. Moi, je pense que c'est un peu plus élevé, autour de 20 000. Mais donc, c'est un pays en quelque sorte... Ça, c'est pour le 2010 Je dirais de 2002, effectivement, à 2011. 2011, jusqu'au nos jours, puisque c'est allé décrescendo. Mais au fond, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est un pays encore profondément traumatisé, où les problèmes ne sont pas réglés.
Après ça, on revient un peu à l'élection du 25 octobre dernier. Vous avez parlé tantôt du respect, en fait, du non-respect de la Constitution par le président actuel. Mais au-delà de cette situation sur la Constitution, il y a aussi que la question de la liste électorale qui est restée tout à fait opaque et qui a expliqué, n'est-ce pas, le refus de l'opposition d'aller aux élections. Alors, quand vous jetez un regard sur cette liste électorale-là, par rapport à 2010, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'opposition de boycotter l'élection présidentielle? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, au fond, techniques, comme la non-inscription des plus jeunes. Alors, vous savez, même en Corse, on avait les problèmes à un moment, à l'époque gaulliste, des morts qui votaient en Corse, donc il faut aussi éliminer certains qui logiquement ne sont plus là, ne peuvent plus voter, inscrire les plus jeunes. Et puis il y a eu le problème qui est le plus grave pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, de donner au fond, au-delà des termes techniques, la nationalité à tous les Saharo-Sahéliens, en fait, ce qu'on appelle communément chez vous les Dioula, les nordistes, qui viennent en tant que migrants ou qui sont déjà installés depuis longtemps. Et donc, ce qu'on a appelé d'ailleurs depuis l'époque fouettiste chez vous, du terme vraiment un peu méprisant, mais de bétail électoral, c'est-à-dire qu'à l'époque, on donnait et puis on reprenait, on allait jusqu'à déchirer, hein, j'étais là à l'époque, les cartes d'identité des nouveaux électeurs, des nouveaux Ivoiriens temporaires. Mais c'est vrai qu'il y a un réservoir virtuel, si on truque l'élection dans ce sens-là, de approximativement 800 000 millions de nordistes, forcément pro-Ouattara, à qui on pourrait donner des cartes d'identité nationale et des cartes d'électeurs. Donc ça, c'est évidemment inadmissible pour l'opposition, qui se sentirait minoritaire au fond dans son propre pays et devant des élections truquées. Quand on regarde la liste électorale, il y a eu 6300 inscrits. Mais par rapport à la liste de 2010, il n'y a pas eu beaucoup, elle n'a pas beaucoup évolué. Hein. Oui, c'est ça, elle n'a pas beaucoup évolué. Et avec l'abstention massive, de toute manière, au fond, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. De même, les doublons qu'a soulevé Charles Conambaniste, un problème technique, mais quand même très très minoritaire. Mais sur des points comme ça n'aurait rien coûté au pouvoir, effectivement, de se concerter avec l'opposition, qui a aussi des spécialistes qualifiés, qui appartenaient d'ailleurs pour certaines anciennes CEI, et qui auraient pu régler à la marge ces problèmes techniques. Donc il y a une volonté du pouvoir de ne pas négocier avec l'opposition et de maintenir l'opacité. Vous êtes chercheur, pourquoi justement le président actuel a maintenu l'opacité justement? Comment vous expliquez ce refus-là du président Ouattara de s'asseoir avec l'opposition pour essayer de chercher un consensus sur la liste électorale, sur le code électoral? Vous savez, il y a un film qui a eu son célébrité à la tête de John Malkovich. Moi, je ne peux pas me mettre à la tête d'Alassane Ouattara. Donc je ne constate que les faits réels. Il y a sans doute une volonté de longue date, au fond, de trucage électoral. Les élections, en quelque sorte, les présidentielles en Afrique, c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est une sorte de rituel auquel plus ou moins le système étatique et international oblige à se soumettre, et puis celui qui est au pouvoir, comme vous l'avez dit, ne veut absolument pas le quitter, et c'est ce que vous avez appelé dans votre pays, depuis l'époque fouettiste, les technologies électorales, où tant les listes, donc les conditions préalables à l'élection, les listes électorales, les observateurs, peut-être on pourra y revenir, internationaux ou nationaux, et puis la modalité du vote lui-même, et surtout le compte rendu par les médias d'État, voire avec les médias internationaux des élections, fausse entièrement, en amont et en aval, la présidentielle. Donc vous voulez dire que c'est une volonté politique de truquer les élections? Tout à fait. Quand je prends l'exemple par exemple du Gabon, où il y a eu les dernières élections, sur la liste électorale, il y avait 2 millions d'inscrits, alors que la population du Gabon est de 1,4 million. Oui, et au Gabon, ça a été pire, puisque, comme vous savez, ça a été soulevé de manière assez cynique, d'ailleurs, par Robert Bourgi, à ne pas confondre évidemment avec son frère et ami Albert Bourgi, qui est l'ami du président Gbagbo, mais aussi d'Ibeka, d'Alpha Condé. Donc, quoi qu'il en soit, Bourgi a dit que Bongo est le candidat, son candidat à lui est sous-entendu le candidat de l'Élysée, Sarkozy à l'époque,
Et il en ressort, dans le cas du Gabon, qu'on a inversé les chiffres de l'élection et que c'est le leader de l'opposition qui est arrivé en tête, alors que les résultats officiels ont annoncé effectivement Bongo fils vainqueur. D'accord. Mais je parle justement de la transparence de la liste électorale. Comment se fait-il que dans un pays qui compte 1 400 000 habitants, on peut avoir 2 millions d'inscrits sur la liste électorale? Oui, c'est complètement ridicule. Bon, on peut imaginer que c'est aussi dû. Il y a aussi une très forte morts qui votaient. D'immigrants, d'immigrés au Gabon, où les morts votent, il y a des doublons, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que de façon générale, le problème des élections en Afrique ne pose-t-il pas le problème de l'éducation à la démocratie des gouvernants eux-mêmes? Oui, c'est ça. Au-delà des populations. Vous voyez, le président Ouattara, je l'ai dit à l'époque, en 2010 déjà, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est très curieux parce que c'est quand même quelqu'un qui se réclame d'une certaine éducation occidentale, voire américanisation, et de tout son séjour au FMI, bon c'est vrai que peut-être le FMI c'est pas l'institution la plus démocratique du monde occidental, notamment dans les plans d'ajustement structurel, mais en fait il a été longtemps aux États-Unis. En France, il connaît toute la classe politique et il se comporte comme le pire des despotes au moment des élections. Donc, il y a, sans parler de schizophrénie ou de dualisme psychologique, il y a quand même quelque chose de très curieux où il y a au moins deux versants dans sa psychologie qui, au moins, montrent un certain respect à l'Occident et puis se comportent de manière complètement opposée dans son pays. Une explication partielle, c'est justement sans doute que ça... Est-ce qu'il est étranger, est-ce qu'il est candidat de l'étranger? Je laisse vos auditeurs juger. Mais enfin, cette sorte d'extranéité, le fait qu'il soit extérieur à la vie politique et même à la vie tout court du pays pendant très longtemps, fait qu'il se comporte de manière assez despotique, assez autoritaire, sans respecter ni les traditions ivoiriennes, par exemple le fameux dialogue à l'ivoirienne, en tant que sociologue. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, ni au fond ses adversaires, par exemple des personnes éminemment respectables comme Hubert Oulaye ou le docteur Assouadou, que je connaissais personnellement, qui sont incarcérés, embastillés, on se croirait dans l'ancien régime français, par une lettre de cachet, en dehors de toute légalité. C'est sans doute une explication, et peut-être une preuve d'ailleurs, de son origine. Il faut bien le dire, non ivoirienne. Est-ce que la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Afrique, je ne vais pas citer le président Chirac qui disait que c'était un luxe pour les pays africains. N'en parlons pas, il aurait mieux fait de se taire. Disait que la démocratie... Déclaration faite, comme vous le savez, à l'hôtel Ivoire. À l'hôtel Ivoire, que la démocratie est un luxe pour les Africains. Est-ce qu'on n'est pas tenté finalement à la pratique, on n'est pas tenté de lui donner raison? Écoutez, je vais vous dire quelque chose dans le sens inverse, c'est pas que pour vous faire plaisir. Je me demande si, vous voyez, à un moment, j'ai parlé de la Constitution arme du troisième type et que le président Laurent Gbagbo avait fait de la Constitution, non pas un fétiche, mais un texte, peut-être pas sacré, mais consacré par le suffrage universel, et donc quelque chose d'intouchable. Et cette vision, vous voyez, d'un texte au fond intangible, qu'on ne peut pas toucher, a fait école. C'est au moment où Blaise Compaoré a voulu changer l'article de la Constitution sur les mandats que la population s'est soulevée. Même chose en ce moment au Congo-Brazzaville, même s'ils ont provisoirement échoué. Au Burundi, ça Au Burundi, n'en parlons pas. Au Congo-Kinshasa, ça vient. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Cette attention portée par la population, qui n'est pas toujours d'ailleurs lettrée, alphabétisée, éduquée, à la Constitution, qui est très encourageant. On se demande s'il n'y a pas d'ailleurs, peut-être on pourra évoquer tout cela, une opinion publique panafricaine en formation, vous voyez, ou en d'autres termes, cette fameuse révolution arabe n'est pas en train de franchir le mur du Sahara. Constitution, ne touchez pas à ma Constitution, élection libre, alors même si elle n'applique pas toujours, dans ses relations internationales, c'est quand même ce qu'a dit le président François Hollande à Dakar, aux grandes dames d'ailleurs d'Alassane Ouattara et d'autres despotes africains. Est-ce que le niveau d'éducation des populations elles-mêmes ne favorise pas l'instrumentalisation de ces populations par les hommes politiques
qui tire sur la fibre tribale, la fibre religieuse. Oui, oui, c'est vrai. Mais en même temps, pour un sociologue ou un politologue, ces appartenances multiples, effectivement ethniques ou ethnico-régionales, bon, j'évoquais les Dioula du Nord, les Akans de l'Est, les Krous de l'Ouest, sont quand même aussi fondamentales que le vote d'un individu, d'un citoyen isolé. Ou en d'autres termes, le citoyen n'est jamais isolé et son vote, dans la plupart des pays africains, est toujours sous l'influence d'une communauté dont il peut s'extraire, puisque j'avais été frappé en discutant avec Pierre Kipré, l'ancien ambassadeur à Paris et éminent historien, de voir, d'après des études qu'il avait fait mener en 2010, que dans Abidjan, un tiers des unions matrimoniales étaient mixtes, c'est-à-dire inter-ivoiriennes ou entre un citoyen ivoirien et une ressortissante de la sous-région. Ou inversement. Et donc ça veut dire quoi, si on entre dans ces détails un peu sociologiques ou anthropologiques, que l'identité ethnique se dissout dans une grande capitale de 5 millions d'habitants comme Abidjan, et que les gens ne se déterminent pas forcément, puisqu'ils ont plusieurs appartenances, en fonction de leurs origines communautaires, ethniques, etc., mais se déterminent peut-être plus librement, selon leur conscience et leur niveau d'éducation auquel vous avez fait allusion, et puis peut-être aussi selon leur classe sociale. C'est bien connu que Laurent Gbagbo avait un électorat multi-ethnique et sur une base populiste, c'est-à-dire les banlieues, les bidonvilles les plus déshérités, en particulier d'Abidjan, votaient pour lui, quel que soit leur appartenance. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Mais professeur, mais vous l'avez pas insisté là-dessus, mais quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis sous le président Houphouët-Boigny, qui a utilisé le parti unique pour essayer de former une nation. Est-ce que le multipartisme n'est pas venu déstructurer justement cette nation en construction? Alors ça vous parlez des grandes villes. Tout à fait. Ça fait 30 ans ou 50 ans que ce problème est pendant, est discuté par les politologues ou même par les citoyens, c'est-à-dire à cette époque, effectivement, que ce soit des gouvernements ou des régimes de droite ou de gauche, progressistes ou alliés à l'Occident, on pensait qu'effectivement le parti unique, mais aussi le média unique, moi je me souviens à l'époque où il n'y avait que Fraternité Matin et une seule chaîne, il n'y avait pas encore votre deuxième chaîne, et donc contrôler la population et tourner avec le but d'augmenter effectivement son niveau d'éducation, tourner tout le peuple vers le développement. Mais en fait, si vous regardez historiquement, c'est une parenthèse, ce parti unique. Il y avait un multipartisme avant, même sous l'époque coloniale, en tout cas à la fin de l'époque coloniale, et il y a un multipartisme après. Donc c'est extrêmement difficile, voire impossible pour un dictateur africain de revenir au parti unique. Donc c'est vrai qu'il y a la tendance à avoir un parti ultra dominant, hein, que ce soit à une époque le PDCI ou maintenant le RDA, qui veut écraser en quelque sorte ses concurrents, mais c'est tout simplement plus possible. Professeur, en ce moment, quand on regarde la configuration, la scène politique en Côte d'Ivoire, et quand on voit d'un côté il y a le FPI, bon, aujourd'hui on parle de la CNC, et de l'autre il y a le RHDP. Le RHDP qui a tendance à évoluer comme si, de façon peut-être nostalgique aussi, hein, comme s'il y avait un système de parti unique. Vous en parlez tantôt. Oui, oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a une nostalgie effectivement du parti unique, en tout cas de partis qui s'alignent derrière le président, plus ou moins bien élu, mais il y a aussi la question de ce que les politologues appellent le néopatrimonialisme. Jean-François Bayard a publié un livre sur l'État en Afrique avec le sous-titre qui vient d'un proverbe camerounais que vous devez connaître, selon lequel la chèvre broute là où elle est attachée. Oui, alors en termes clairs, ça veut dire tout simplement les prébendes, les postes dans l'État, et puis ce qu'on appelle en ce moment le rattrapage ethnique, qui font qu'au fond, dans la vie sociale, voire professionnelle, on est dépendant du parti, du clan, du dictateur au pouvoir, et c'est pourquoi aussi il y a un alignement, voyez, qui ont des causes sociologiques et non pas uniquement idéologiques. Justement, vous parlez de dictature. Quand on regarde aujourd'hui la manière dont fonctionne le système en Côte d'Ivoire, les emprisonnements, les partis politiques sont interdits de manifestation, les médias d'État sont caporalisés par le système en place. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des critères justement qui peuvent justifier une peur pour la ville de la Côte d'Ivoire qui évolue vers un parti unique?
Non, je ne dirais pas que ça évolue vers un parti unique, mais par contre, vous avez tout à fait raison. Les critères, moi, depuis 2012, j'ai fondé avec des amis un comité informel, mais qui a fait du travail pour la libération des prisonniers politiques ivoiriens. À un moment, il y en avait autour d'1 millier. Puis sans doute, il est possible qu'au moment de la visite au Hollande en août 2014, il y a eu quand même une influence, ça a diminué jusqu'à environ 400 aujourd'hui. 450 qui reste. Voilà. 450. Et avec, j'ai reçu d'ailleurs du correspondant ivoirien une liste des répartitions dans le pays. Donc vous avez des camps, vous avez des prisons, vous avez des centres parallèles à la DST en particulier. À un moment, autour de 2011-2012, il y avait des véritables centres de torture, il faut bien le dire. Et c'est vrai que petit à petit, des grandes ONG, surtout Amnesty International, dans certaines mesures, la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui sont pourtant très pro-Ouattara, qui ont été achetés d'ailleurs par George Soros en 2011, insistent et recensent les prisonniers, font des pressions pour leur libération, mais on n'en voit pas à la fin. Et ça, effectivement, c'est un critère de la démocratie. Et puis, il y a quelque chose, ou de la dictature, il y a quelque chose qu'on oublie toujours, c'est la présence très dissuasive des forces licornes et ONUCI. Vous voyez, dans une certaine mesure, moi j'ai appelé ce qui s'est passé en août 2011 un coup d'État franco-onusien. C'est ça, au fond, qui permet au régime de subsister dans sa violence. Et je trouve, en tant que citoyen français, particulièrement scandaleux, non seulement qu'on occupe le pays de cette manière, qu'il y ait des garnisons françaises dans toute l'Afrique, alors que même les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour ne parler que d'eux, n'en ont plus. Donc, ce que j'ai appelé un retard à la décolonisation du côté français. Et puis ensuite, ayant ce moyen de contrôle, cette capacité de pression sur le régime Ouattara, on n'insiste pas, à minima, pour qu'il n'y ait pas libération de tous ces prisonniers politiques, retour d'exil, vous êtes bien placé pour le savoir, tous ces intellectuels et cadres qui en Occident, qui surtout au Ghana, au Libéria, au Togo, etc., ou autres lieux. Et puis qu'on n'abolisse pas ces mesures, comme on a dit, de mort civile, de suspension des comptes, etc., et d'appauvrissement de familles entières, qui sont réduites à la misère pour des motifs politiques. Professeur, est-ce que c'est une question personnelle? Est-ce que votre position actuelle s'explique plus par votre profession de chercheur que vos amitiés avec le président Gbagbo? Oui, amitié, mais lointaine. Hein. C'est vrai que j'étais à La Haye il n'y a pas trop longtemps, mais vous savez, les 2 dernières années, je ne l'ai pas rencontré. Donc en fait, ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vu. Hein. C'était d'ailleurs très émouvant à La Haye. Mais donc, moi, bon, à titre personnel, hein, si je peux vous faire une conférence, j'ai toujours été révolté par l'injustice, y compris politique. Donc c'est vrai que quand on a passé 7 ans dans un pays, peut-être c'est le syndrome de Stockholm, mais on a tendance à se projeter et être partie prenante, peut-être un peu trop pour les analyses politologiques. Et comme on dit, la première des choses qui est difficile, et j'en discute souvent avec notre ami Albert Bourgi, c'est d'établir une distance soi à soi qui laisse quand même la place à l'analyse, vous voyez, distanciée, hein, qu'il faut toujours à un moment donné observer. Et vous voyez, il y a des moments où je regrette moi-même. Je crois que le président Gbagbo l'a dit que parmi les erreurs qu'il a faites, c'est d'aller à des élections avec des gens en armes, donc sans observer le désarmement, hein, qui était d'ailleurs prôné par les Nations Unies et un peu tout le monde. Et il y a des moments où on se laisse entraîner, au fond, par la situation. Et ça, c'est une chose que je regrette de ne pas avoir assez dit. Je l'ai dit longtemps, et puis au moment, notamment des accords de Ouagadougou ou autres, il y avait une sorte d'euphorie. Et on aurait pu, nous, en tant qu'intellectuels un peu distanciés, mettre en garde, en quelque sorte, les différents tenants du pouvoir ou de l'opposition vers des scénarios catastrophes qui se sont effectivement réalisés autour d'avril 2011. Professeur, vous l'avez dit, hein, tous les critères sont réunis hein, pour que le régime de Ouattara, on le voit, c'est un régime qui est dictatorial. Est-ce qu'il n'est pas soutenu par tous les paradigmes coloniaux et néocoloniaux? Oui, c'est ce que je disais au politologue Bertrand Badi. Depuis l'époque 2011, j'ai arrêté de parler de néocoloniaux. Coloniaux suffit, parce que la continuité l'emporte voilà, sur les différences. Et on peut voir une très très grande continuité, effectivement. Alors, ce n'est qu'une apparence, parce que toutes les institutions, au fond, auxquelles vous faisiez allusion, CEDEAO,
Union africaine, ONU, elles ont été complètement instrumentalisées par la diplomatie française à l'époque d'un sarkozyste. Moi, je préfère distinguer les choses parce que le peuple français n'en est aucunement prenante dans ces sortes de manigances, pour autant qu'il situe l'Afrique ou la Côte d'Ivoire sur la carte. Donc, il faut toujours distinguer les gouvernements successifs et puis le peuple. Et donc, l'apparence, c'est qu'il y avait une sorte de consensus international, de soi-disant communauté internationale, mais en fait, c'était la diplomatie française qui les manipulait. Alors, ceux qui vous disent, oui, tout ça, c'est des interprétations marxistes, dogmatiques de notre âge, malheureusement, on le voit à un moment donné, comment, par exemple, Compaoré a été un relais de la France-Afrique, y compris dans les institutions locales. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans une très grande continuité qui s'explique effectivement par des intérêts français, mais qui ne se limitent pas à la Côte d'Ivoire, à mon avis, qui se situent ou qui peuvent se mettre en perspective dans la zone d'influence française, vous voyez, globale. Et par exemple, on n'a pas d'intérêt particulier, quoi qu'on dise, au Burkina ou en Centrafrique. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose au point de vue économique. Mais c'est l'ensemble qu'il faut considérer. Mais il y a quand même des intérêts politiques et géostratégiques. Géostratégiques, exactement. Alors, vous voyez, par exemple, si le Mali n'est pas très intéressant au point de vue économique pour la France, par contre, au Niger, vous avez les gisements d'uranium d'Arlit qui fournissent 40% de l'uranium français. Vous voyez, ça, par contre, c'est en quelque sorte stratégique. Et puis, du côté français, il faut voir, alors là, en tant que politologue, ce que j'appelle le complexe militaro-colonial, c'est-à-dire d'anciens militaires qui sont dans le privé, en continuité avec des militaires qui sont au pouvoir, qui vont au-delà, vous voyez, du ministère de la Défense, puisque certains sont à l'Élysée, le chef d'état-major, bon, on peut donner des noms, de Villiers, les généraux qui sont les plus avancés vers cette sorte de recolonisation rampante, puisqu'on envoie des corps expéditionnaires non seulement en Côte d'Ivoire, mais au Mali, au Niger, dans l'opération Barkhane depuis août 2014, dans 5 pays du Sahel, pour une quinzaine d'années, et on n'en voit pas la fin. Donc certains parlent d'Africanistan, comme Mikhailov qui vient de sortir un livre là-dessus, mais à qui la faute, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est un système de domination continue, à la fois militaire, économique et politique, et donc c'est extrêmement dur à réformer, mais en même temps c'est intéressant parce que les lieux de combat politique sont à la fois en Afrique et puis ici, à Paris, vous voyez. Alors quand on regarde aujourd'hui la position du gouvernement français par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le commun des mortels ne puisse pas comprendre que le gouvernement français, le gouvernement de la France, qui est un pays de liberté des droits de l'homme, puisse cautionner un régime qui a tous ses opposants en prison. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, professeur? Tout à fait. Alors vous avez tout dit, comme on dit chez vous, de mon point de vue, c'est exactement une excellente analyse. Alors, il y a un petit bémol quand même, c'est que chaque fois que Ouattara est venu à Paris, a été reçu à l'Élysée, on lui a ressorti, d'après les sources que j'ai, le dossier par exemple des droits de l'homme, des prisonniers. Je me souviens particulièrement, c'était, je pense en 2012, la première fois où il a été reçu à l'Élysée, on commençait à se décourager, notre comité pour la défense des prisonniers politiques, et Jeune Afrique, qui est, comme vous le savez, un hebdomadaire pro-Ouattara notoire, disait que Hollande lui a dit, mais vous savez, il y a un comité en France qui fait du bruit, il écrit aux députés, il écrit aux sénateurs, donc c'est gênant, faites quelque chose, vous voyez. Et en août 2014, bien qu'en apparence tout baignait dans l'huile, si je peux me permettre, je sais qu'il y a eu aussi des remontrances sur les droits de l'homme. Et si vous regardez l'investiture de l'élection présidentielle, ouya, comme on dit là-bas, mais il y a toutes les apparences d'une élection avec une reconnaissance internationale d'investiture, mais par rapport à 2011, il n'y avait personne. Il n'y avait pas le président français, il y avait quoi? Il y avait 2 chefs d'État, toujours de l'international libéral, les mêmes Kawaga d'ailleurs, Macky Sall et Boni Yayi, et donc en fait il y a eu un boycott. Il y a eu un boycott de l'investiture, à la fois du côté français, qui n'a envoyé que son ambassadeur sur place, donc c'est pas très fatigant, Georges Serre, qui est d'ailleurs un pro-Ouattara confirmé. Et donc, vous voyez, il y a quand même un désaveu international, même s'il reste discret et sans doute trop discret.
Après, on va revenir donc à la Côte d'Ivoire parce que c'est l'objet de cette émission. Et en ce qui concerne, vous en avez parlé un peu, hein, la compilation des résultats et la programmation de ces résultats. Quel a été le rôle de la commission électorale dite indépendante pour ces élections en Côte d'Ivoire? Oui, bon, moi je dirais... Cette commission, vous l'avez dit, hein, a été, bon, le même Youssou Bakayoko qui a été à l'origine. Voilà, ça c'est catastrophique, c'est certainement quelqu'un qui a eu de lourdes responsabilités dans la crise de 2011 en Côte d'Ivoire. Le fait qu'il soit reconduit est absolument impensable, inadmissible. Mais au fond, c'est la même chose, hein, puisque en 2010-2011, au fond, la CEI était dominée par les partisans de Ouattara. C'est encore pire maintenant, évidemment, en 2015. Mais la constatation auquel on a fait allusion tout à l'heure, c'est qu'ils se sont quand même déconsidérés en publiant 3 taux de participation successifs. Quant aux résultats, aux soi-disant résultats, vous savez aussi bien que moi que ça courait déjà sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand l'ancien Premier ministre Afin Guessan ait eu 9%. Deux jours avant, moi j'ai reçu un salaire justement. Hein. Alors justement, il y a c'est quand même curieux, professeur. C'est curieux. 2 jours avant les élections. Ils ont été très embêtés parce qu'avec leurs taux successifs, il fallait faire marcher les ordinateurs pour qu'ensuite ça coïncide avec les chiffres qu'on allait donner. Donc c'est complètement, excusez-moi, mais ridicule comme institution et comme résultat. Donc ils ne sont absolument pas valides. Et quand dans les commentaires toujours, hein, quand on voit le rôle que le gouvernement joue dans l'ingérence, avec l'ingérence de l'appareil étatique qui soutient le candidat président. Et ça, c'est généralement en Afrique. Comment vous expliquez ce phénomène? Ça, bien qu'étant vis-à-vis du régime, je dirais que ça n'a rien de propre à la Côte d'Ivoire. Hein. Partout, et de manière illégale d'ailleurs, hein, le président en place, dans un régime présidentiel, monopolise indûment les moyens de l'État, les avions, les affiches, les budgets, hein, d'ailleurs, de l'État sert à faire la campagne électorale du président, et puis à donner des contrats juteux à l'étranger, à des agences de publicité. Vous savez que ces fameuses agences 7 de Méo qui fait la communication de Ouattara, qui, alors moi je ne suis pas là à cacher les placards pour voir s'il y a des enveloppes ou pas, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de journalistes sous influence, hein, en tout cas, sorte de publi-reportage dissimulé, qu'il y a des hebdomadaires comme Jeune Afrique ou des chaînes comme France 24 ou des radios comme Radio France Internationale, je n'ai pas peur de citer des noms parce que c'est de notoriété publique, qui sont sous influence et qui ont fait non seulement la campagne de manière insidieuse de Ouattara, mais au moment stratégique, il y a un temps médiatique, comme vous le savez, pour une élection, c'est les premiers jours. Au fond, pendant ces premiers jours, alors on a appelé Jean-Karim Fall, qu'on ne connaît pas pour être un grand spécialiste de la Côte d'Ivoire, mais pour être quand même proche de Ouattara, qui a fait une analyse complètement inféodée au régime, et sur France 24. Donc il y a un temps médiatique où les médias étrangers, sous l'influence d'agences de communication, de réseaux personnels ou autres, ils sont complètement sous influence. Alors quand aussi il faut jeter un regard donc, sur souvent la présence des observateurs nationaux et internationaux. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement, surtout en Afrique, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement? Parce qu'ils soutiennent toujours le régime en place. Alors là, je dirais que c'est plutôt l'absence que la présence dans le cas de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a quelque chose de scandaleux, c'est que le gouvernement français n'a pas envoyé d'observateurs, et sous influence du gouvernement français, l'Union européenne a refusé d'envoyer des observateurs. Vous avez quelqu'un comme Louis Michel dans les institutions européennes qui est extrêmement puissant, qui fait d'effet les gouvernements. Par exemple, c'est l'ami personnel de Kabila, c'est l'ami personnel de Yadema, père et fils, il a d'ailleurs des procès dans ces deux pays pour ingérence. Et donc, quand il décide qu'il y a un gouvernement ami où on sait bien que l'élection en question va être truquée, il n'envoie pas, l'Union européenne n'envoie pas de candidats. C'est particulièrement scandaleux. Quant à ceux de l'Union africaine, c'était courage, fuyons. Ils ont dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que d'après eux, le taux de participation ne pouvait pas être supérieur à 40%, et puis chacun est parti chez lui. Voilà. Donc ça a été vraiment une caricature d'élection aussi quant aux observateurs internationaux qui soit ont été absents, soit n'ont pas rempli leur rôle. Est-ce que, professeur, l'idée que généralement en Afrique, les présidents qui sont en poste, quand ils organisent des élections, ils sont tous supposés gagner.
est-ce que ça n'a pas milité à la défaveur du président Gbagbo en 2010, avec tous les observateurs nationaux, enfin internationaux qui étaient à Abidjan? Oui, alors... Contrairement à 2015. Oui, vous avez vu la phrase scandaleuse de Choi, et puis approuvée aussi par le secrétaire général des Nations Unies, selon laquelle un recomptage des voix aurait été injuste. C'est une réflexion particulièrement scandaleuse, parce qu'ailleurs, quand il y a eu des différends électoraux, non seulement il n'y a pas eu d'intervention militaire, par exemple au Kenya, c'était impensable pour les Kenyans et pour la planète que la Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale, intervienne. Donc il y a eu des recomptages de voix. Bon, et puis quand même, il y a des pays comme peut-être la Tanzanie, ou le Ghana, ou le Cap-Vert, c'est vrai, il faut les compter peut-être sur les doigts d'une seule main, où tout se passe bien, où il arrive même que le vaincu félicite le vainqueur, et qu'il y ait des transitions dans la continuité, même s'il y a des moments d'affrontement idéologique ou politique, et il y a des tensions au moment du recomptage des voix. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait ce que vous dites. Quant au président Gbagbo en 2010, il y a quelque chose de compliqué, que bien qu'ayant travaillé pendant longtemps, je ne comprends pas tout à fait. C'est-à-dire, dans un article publié à la revue Politique étrangère, je montrais que, malgré les conversations que j'ai pu avoir avec lui ou avec d'autres, le président Gbagbo pensait que le combat politique se passait en Côte d'Ivoire. Donc, il donnait la préférence ou la priorité au champ politique national. Donc, tout ce qui se passait à l'étranger, la communauté soi-disant internationale, les relations avec la France ou les États-Unis, l'importance des médias étrangers dans la légitimation de, comme on a vu, de son adversaire au moment du Golfe, tout ça pour lui était secondaire. Alors, à mon sens, c'était peut-être une de ces erreurs dont il fait lui-même son autocritique, hein, parfois, dans des entretiens personnels, mais je pense qu'il faut au moins tenir les deux, le champ politique international et le champ politique intérieur. Par rapport à ce que vous dites, j'ai une question de à l'idée. Est-ce que les États africains, notamment francophones, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de sortir du système colonial? Est-ce qu'on a en Afrique des nations post-coloniales? Quand on parle, par exemple, de la Côte d'Ivoire. C'est difficile. Il y a des facteurs encourageants. On parlait de cette révolution arabe qui passe ou non le mur du Sahara. Il y a effectivement quelque chose de très important, sur lequel je m'investis beaucoup d'ailleurs, ce sont les réseaux sociaux, avec leurs défauts, c'est-à-dire c'est le règne de l'humeur, de l'intox, du boba. J'aime pas beaucoup les... c'est une question de génération. Il y a beaucoup de choses qui se disent... Mais en même temps, chaque analyste en particulier, chaque homme politique peut avoir au fond son journal personnel, hein, ça suffit. Ça dépend au fond du sérieux que vous attachez à recouper vos informations, à publier des analyses personnelles, etc. Et donc c'est là où on voit que le niveau d'éducation des jeunes en Afrique augmente et qu'ils ont de nouveaux moyens, voyez, pour non seulement se tenir au courant, se mobiliser et faire en quelque sorte des contre-médias par rapport à la télévision, qui est l'appareil d'État dominant en Afrique, aux radios d'État, à la dévotion du président. Vous avez toute une sorte de contre-information qui se développe en ce moment. Et ça, c'est extrêmement positif, et puis très nouveau, et qui permet, comme je le disais, une interconnectivité entre les différents pays, entre les populations, entre les peuples, entre les jeunesses de divers pays africains. Ce qui se passe à Abidjan a été discuté depuis fort longtemps, à Douala ou à Yaoundé, puisque le Cameroun, c'est une sorte de peuple frère, hein. Et puis aussi à Brazzaville, à Lomé, et puis jusqu'à Ouagadougou, hein, puisqu'on a vu récemment, parmi les internautes, un rapprochement qui est tout à fait inédit entre la jeunesse ivoirienne et la jeunesse burkinabé, y compris par rapport à Alassane Ouattara et aux élections présidentielles. Donc, il y a des éléments positifs et sans doute très encourageants. Professeur, comment vous expliquez, n'est-ce pas, la légitimation des pouvoirs politiques en Afrique par rapport à légitimation par la communauté internationale, par rapport à la communauté nationale? Comment vous expliquez cette légitimation? Légitimation, au fond, des dictateurs, des despotes, des présidents actuels. Bon. Alors, il faut savoir, il y a d'abord le syndicat des présidents. Ça, c'est une expression un peu facile, mais vraie. C'est-à-dire, les gens au pouvoir se soutiennent entre eux. De même, d'entretien que j'avais au Quai d'Orsay il y a un peu longtemps, me disait, voyez, il faut bien comprendre que pour nous, là où il y a un dictateur, si je me souviens bien, on parlait de Lansana Conté de Guinée-Conakry à l'époque. Pour nous, c'est un îlot, parfois en tout cas,
un élément de stabilité régionale. Donc, c'est aussi un relais de l'influence française ou britannique ou américaine. Donc, dans les chancelleries, et peut-être aussi dans les ministères de la Défense, on raisonne de manière abusive, hein, je ne suis pas d'accord, mais je vous explique comment ils pensent, de cette manière, c'est-à-dire une prime au sortant par rapport à un mouvement révolutionnaire ou tout simplement un mouvement démocratique qui mettrait non seulement le pays mais la sous-région dans une sorte d'instabilité, vous voyez. Mais à mon avis, ce sont des raisonnements à court terme, des raisonnements superficiels, parce que si on parle par exemple de l'influence française, il faut de toute évidence s'appuyer sur des leaders démocrates et nationalistes comme Laurent Gbagbo, mais il en est d'autres, plutôt que sur des dictateurs. Donc à long terme, il faut réfléchir à une alternance aussi diplomatique en relations internationales. Le professeur Laurent Gbagbo, vous en parlez tantôt, a connu une rébellion en 2002 et de 2002 jusqu'en 2010. Il a essayé de réconcilier les Ivoiriens en faisant des larges ouvertures avec les forces rebelles. Il était justement qualifié de dictateur. Oui, bon, ben ça, alors là, c'était la plus grande intoxication du siècle, hein, effectivement. Et lui-même s'est sans doute autocritiqué, hein, puisqu'il a sans doute trop cédé. Par exemple, si on parle du moment des accords de Pretoria, ils n'ont pas négocié, enfin son camp n'a pas négocié, par exemple, la réforme de la commission électorale indépendante. C'est le seul président qui soit allé à des élections avec une commission inféodée à son adversaire. C'est quand même extraordinaire. Et puis, je voudrais juste dire un point là-dessus, c'est qu'il y a un pan entier de l'histoire ivoirienne qui n'est pas connu et qui sera peut-être jamais connu. Qu'est-ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010 ou 2011? C'est inconnu, hein, cette sorte de despotisme ou de dictature des Comzones, de Guillaume Soro. Il y a eu beaucoup de morts, hein, qu'on ne connaîtra jamais. Moi, j'ai des témoignages divers et variés. Il y a eu une commission au temps de Laurent Gbagbo qui a révélé un certain nombre de cas, mais enfin, il ne pouvait évidemment pas se rendre librement sur place. Donc, c'est à travers les réfugiés qui étaient venus, environ 1 million de réfugiés à l'époque à Abidjan, mais plus largement le sud, qu'ils avaient des témoignages. Et donc, c'est là, au fond, le prototype de la gouvernance Ouattara, ce nord de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Cette sorte de Côte d'Ivoire obscure où on tue pour rien, où ce sont les hommes en armes qui font la loi, où il n'y a plus d'institutions, si ce n'est la fameuse centrale, là qui repartit un peu le produit des pillages. Et autant qu'on puisse savoir, dans une certaine mesure, ça continue. Et Ouattara est otage de ces Comzones. Je ne crois absolument pas qu'il puisse se livrer ni Guillaume Soro, ni les Comzones importants à la Cour pénale internationale ou à la justice ivoirienne. Il dépend d'eux, hein, comme on dit, comme la corde... comment c'est la métaphore, hein, avec le pendu et la corde, enfin bon. La justice des vainqueurs. Oui, non, mais enfin, quoi qu'il en soit, Alassane Ouattara dépend de ce pouvoir militaire, hein, qu'il a porté au pouvoir et ne peut, en tout cas avec beaucoup de difficultés, sauf en s'appuyant de nouveau, mais en son inverse sur les forces étrangères comme l'Icorne ou le Lucie, au fond, transmettre ses coupables, puisque ce sont des chefs de guerre sanglants, au fond, hein, qui ont commis de multiples exactions, les transmettre à la justice nationale ou internationale. Ouais, pour ça, on sait les résultats de ces élections. Le président Ouattara a eu 83,66%. Hein, son challenger direct, Pascal Affi-N'Guessan, a eu 9%. Quand on jette un regard sur ces résultats, qu'on savait déjà 3 jours avant les élections, quel commentaire vous faites par rapport à Affi-N'Guessan qui représente l'aile officielle par rapport aux Occidentaux du Front populaire ivoirien? Oui, mais ça c'est un mécanisme au fond ivoirien. Vous vous souvenez de Francis Vaudier qui servait aussi de caution, au fond, en tant qu'opposant minoritaire dans une élection présidentielle. Donc, en 1995, oui, voilà. Avec le président Bédier. Avec Bédier, tout à fait. Donc c'est un mécanisme de légitimation à la marge d'une élection que tout le monde sait truquer. Bon, alors il est sans doute, Pascal Affi-N'Guessan se voyait à nouveau sans doute Premier ministre, mais cette fois-ci de Ouattara, hein, un peu ce qu'a réalisé Guillaume Soro à l'époque. Et puis, lui, il s'est fait en quelque sorte rouler dans la farine, hein, puisqu'il a perdu toute crédibilité vis-à-vis de ses anciens camarades.
et sans doute Laurent Gbagbo, et puis aussi il n'a pas eu les résultats qu'il escomptait du côté de Ouattara. Donc évidemment tout n'est pas joué, hein. Il peut y avoir une ouverture du régime, mais quand on entend les premières annonces, vider le FPI de sa substance, construire 20 nouvelles prisons, etc., ne pas changer le gouvernement, on dirait qu'au fond le régime se durcit plutôt que qu'il s'ouvre. Ceci dit, vous faisiez allusion à la gouvernance de Bédier, il avait des élections faramineuses et puis quelques mois après, hein, il prenait le fameux tunnel vers l'ambassade de France, il était exfiltré à l'étranger. Donc toutes les organisations internationales, notamment récemment Amnesty, dit que le pays reste très fragile et la situation politique fluctuante. Qu'est-ce que vous pensez de la crise c'est pas toujours comme vous, professeur. Qu'est-ce que vous pensez de la crise au FPI, au Front Populaire Ivoirien? Bon, alors évidemment, moi j'ai des sympathies particulières et des liens amicaux avec un certain nombre de leaders, donc je vais essayer de mettre ça de côté. Mais ce qui me choque le plus, c'est pas une crise d'appareil avec un leader comme Afin Guessan qui veut récupérer le sigle de son parti, et puis en quelque sorte marginaliser ses adversaires. Mais c'est des conséquences sur un certain nombre de leaders comme Hubert Oulaye, que je citais tout à l'heure, Assoadou, et puis bien d'autres. Hein. Il y a environ une dizaine, je crois, d'anciens ministres qui sont incarcérés de manière extrêmement injuste, dans une alliance en tout cas objective entre Afin Guessan et le gouvernement de Ouattara. Autrement, il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi, hein, puisque je vous disais, j'étais à La Haye, il est indubitable que Laurent Gbagbo a donné ses préférences. Il a fait d'ailleurs une déclaration via Kone Katina en disant de ne pas utiliser son nom. Et implicitement, sans le dire, il a appelé au boycott ou justifié le boycott du Front Populaire Ivoirien, canal historique de Sangaré et d'Akoun. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Mais vous savez que ce que j'avais compris tout de suite, en août 2014, au moment de la visite de Hollande à Abidjan, il y a une lourde responsabilité du président français dans cette sorte de processus de désintégration du premier parti d'opposition qui est vraiment déplorable. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Mais vous le savez autant que moi, hein, autant qu'on peut savoir, Hollande a conseillé à Afin Guessan d'aller aux élections. Hein, cette fameuse réflexion à la sortie, comme quoi les Blancs sont trop forts et puis qu'il faut en quelque sorte s'aligner. Mais au point de vue psychologique, c'est très étonnant que quand même un ancien Premier ministre qui a été formé dans toutes les luttes de l'opposition, qui est très combatif, hein. Quand il a été libéré aussi, il a tenu un discours quand même très véhément, et puis se fasse un peu retourner, comme on dit dans les services, par un entretien de quelques minutes avec un dirigeant occidental. Et ça, c'est désolant sans doute pour la France et pour la Côte d'Ivoire. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, avec les résultats de l'élection présidentielle, parce qu'Afin Guessan a eu 9%, est-ce que ce n'est pas un désaveu vis-à-vis des militants du FPI? Et en même temps, je voulais ajouter cette question, où se trouve aujourd'hui la légitimité au sein du FPI par rapport aux deux camps? Bon, effectivement, les urnes ou l'absence d'urnes montrent que la légitimité est du côté du Front Populaire Ivoirien, de Sangaré et d'Akoun, et au fond de Laurent Gbagbo, puisque tout en se ralliant au régime, le régime ne lui alloue que moins de 10%. C'est vraiment ridicule. Vous souhaitez que le régime lui accorde. Non, mais c'est un désaveu, c'est un désaveu. Jusqu'au deuxième tour. Bon, par exemple, on peut imaginer qu'en voulant se légitimer de nouveau, Ouattara aille jusqu'au second tour, où lui donne, puisque c'est fictif, quelque chose comme 30% pour dire que voilà. Parce que, en tant que politologue, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, mais qui sait qu'il y a des chiffres à une présidentielle au-delà de 80%? Mais il n'y a que les dictateurs, il n'y a que les despotes. Donc, quelque part, en voulant être trop malin, mais c'est comme si Ouattara s'était tiré une balle dans le pied s'il avait avoué la réalité de son régime avec un chiffre électoral complètement démentiel. Il restait quelques points pour qu'il rentre dans le top 10
Voilà, voilà. J'ai fait une publication d'ailleurs sur le thème, cela dit, ce n'est pas le thème. Vous avez donc dit qu'aujourd'hui, la légitimité historique se trouve du côté de Pascal Affi-N'Guessan. Non, plutôt le contraire. Du côté de Voilà. Aboudraman Sangaré, qu'on appelle d'ailleurs le gardien du temple. Alors, quand vous regardez aujourd'hui la scène politique ivoirienne, comment les choses vont évoluer dans les 5 prochaines années par rapport au président Gbagbo qui est toujours à la haie. Alors voilà, on va faire comme les politologues, on va faire plusieurs scénarios. Les politologues justement. Alors, je me souviens que quand l'opposition ne voyait plus de solution pour Habib Bourguiba, il disait, bon, on attend la solution biologique, vu son âge. Oui. Alors il y a effectivement l'état de santé du président, bon ça c'est toujours un impondérable, sciatique ou autre chose de plus grave qu'on ne maîtrise pas, et il est loin d'être le seul d'ailleurs en Afrique ou ailleurs, si on se souvient de Pompidou par exemple. Bon, voilà. Ensuite, il y a le problème des héritiers. Alors on vous dit oui, en démocratie, il y a un processus électoral, mais dans la pratique, il y a toujours des dauphins. Et je constate, je l'ai écrit récemment, que ni Alassane Ouattara, ni d'ailleurs Laurent Gbagbo n'a nommé en quelque sorte de dauphin, d'héritier. Hein. Comme dirait De Gaulle, après lui, c'est après chacun d'entre eux, c'est un peu l'abondance de candidats. Chacun sait que... Il y a une sélection naturelle qui doit se faire. Il y a Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko du côté Ouattara, et que ces deux clans complètement opposés, hein, et que ça serait sans doute terrible, si ce n'est sanglant, s'ils venaient à s'affronter. Et je dirais, pour autant qu'à cause de leur passé respectif, aucun d'entre eux n'est, comment dirais-je, admissible par la communauté internationale. Voilà. Et puis, alors, une fois Affi-N'Guessan parti, est-ce que le Front populaire ivoirien va changer de sigle ou arriver en accord avec lui qui, comme Mamadou Koulibaly, fonderait un nouveau parti? Bon, je sais qu'il y a des discussions en cours ou des conditions qui sont mises. Il y a toujours cette possibilité. Mais enfin, bon, il y a la question d'âge aussi, de certains hommes politiques qui sont plutôt jeunes. Donc voilà, il y a cette incertitude dans le personnel politique à l'intérieur des principaux camps ou partis, vous voyez, je dirais. Alors évidemment, il y a toujours cette tentation dont on parle au fond depuis 5 ans, mais dont on ne voit jamais l'issue, d'une sorte de grand deal, de grande discussion, puisque chacun sait, bon, la Cour pénale internationale, c'est peut-être le sujet de notre émission, en tout cas un autre sujet de réflexion, mais elle était là, elle donnait ce traitement absolument injuste au président Laurent Gbagbo pour qu'il ne soit pas candidat, qu'il ne revienne pas en Côte d'Ivoire pour les présidentielles. Donc maintenant que les présidentielles sont passées, peut-être que tout est possible. Par exemple, une assignation en résidence qui le sortirait de ce complexe carcéral de la prison de la CPI, et puis peut-être un grand deal où vous savez que l'accusation est tellement mal ficelée à la Cour pénale internationale, que ce soit au Campo ou Bensouda, que le président Gbagbo a failli être libéré. Hein. Il y a 2 ans, j'en ai discuté avec ses avocats, et si ce n'était pas l'intervention évidemment des émissaires de Ouattara, du gouvernement ivoirien, et surtout, c'est peut-être un scoop pour vos auditeurs, de Laurent Fabius qui est allé lui-même à La Haye. Pardon, vous avez dit? Oui, de Laurent Fabius qui est allé à La Haye pour qu'on maintienne l'accusation, que l'on prolonge le procès, que Laurent Gbagbo ne soit pas libéré. C'est quelque chose d'absolument scandaleux, mais c'est ça la réalité. Donc ça veut dire qu'au point de vue politique, s'il y avait un deal France, Côte d'Ivoire, sans doute Nations Unies, Cour pénale internationale, tout est possible puisque la Cour pénale internationale était une institution éminemment politique. Hein. Donc il y a une légalité apparente, comme d'ailleurs en Côte d'Ivoire, puis il y a les rapports de force et les rapports politiques réels qui font que beaucoup de choses sont envisageables. Pour autant, ça me laisse sceptique aussi pour un motif psychologique, c'est que, autant que j'ai pu l'entendre et le comprendre, Laurent Gbagbo voit dans son procès, au moins le début du procès, une tribune internationale où la vérité politique sera révélée sur les événements de 2011. Et ça, pour un historien, pour un homme politique de cette envergure, il a un discours à tenir, et je pense qu'il le tiendra d'une manière ou d'une autre. Professeur, le système de communication internationale est une puissance. Tout à fait. Est une puissance, vous le savez. Aujourd'hui, Ouattara a été élu avec 83,66%. Pour lui, il a été plébiscité
la communauté internationale prend acte de ce plébiscite sans savoir que sur le terrain, il y a des problèmes. Quel regard vous jetez sur cette manière de voir les choses? Oui, alors je dirais d'abord, il n'y a pas unanimité. Vous voyez, en France, par exemple, l'hebdomadaire Marianne ou le site Mediapart, on peut faire passer les choses. Il y a un certain nombre de journalistes qui sont allés sur le terrain et qui donnent... Mediapart a envoyé un correspondant. Voilà. Envoyer un envoyé spécial. Tout à fait. Qui peuvent donner une vérité alternative, qui est appuyée par les réseaux sociaux. Après, moi, ce que j'appelle l'autonomie relative des médias. C'est pas vrai que ça marche pas comme ça. Le rédacteur en chef n'est pas soumis aux ordres de l'Élysée, du ministère de la Défense, du Quai d'Orsay. Ça se passe autrement. Par exemple, le jour ou le lendemain de l'élection, j'étais en voyage malheureusement un peu loin en Grèce et France Info m'a contacté pour parler de la Guinée-Conakry. Je leur disais, mais moi je suis surtout spécialiste Côte d'Ivoire. Donc ils m'ont appelé sur la Côte d'Ivoire et j'ai tenu un discours égal à celui que je viens de tenir avec vous. Et en 2011, ça a été très, très tendu d'ailleurs, mais LCI qui dépend de TF1 m'a invité pour une émission spéciale où j'ai donné aussi une vérité alternative. Donc ça veut dire que quand vous êtes spécialiste ou que vous connaissez un pays, la situation, si vous exprimez de manière à peu près correcte en présentant les choses comme il faut, vous pouvez être appelé par les différents médias. Bien voyez. Sûr. Donc c'est dans cette marge en quelque sorte qu'on peut agir. Alors vous en faites partie avec Canal 3, votre nouvelle chaîne, le satellite aussi permet de nouvelles choses. Il y a Afrique Média ou d'autres sans doute télévision ou radio qui sont possibles, mais effectivement le problème c'est cette espèce de mur de verre qui fait que on peut intervenir à la marge, faire des tribunes, faire des émissions, mais on est en quelque sorte toujours minoritaire par rapport au système médiatique dominant. Tout à l'heure, je vous ai laissé pour continuer, mais je reviens à cette information qui me paraît tout à fait essentielle. La CPI, vous avez dit tantôt que Laurent Fabius est allé voir la CPI pour ne pas que Laurent Gbagbo soit libéré. Exactement. Parce que c'est... Comment on peut expliquer cette intrusion dans la sphère juridique de la CPI? Si vous voulez, d'une part, comme je l'ai dit, la Cour pénale internationale, auquel ne participent pas la Russie, les États-Unis ni la Chine, est une juridiction politique, quoi qu'elle dise le contraire. Elle a inculpé surtout et presque uniquement des chefs d'État africains. Donc il y a une sorte de néocolonialisme juridique. Ce n'est pas l'origine Bensouda qui prouvera le contraire. Donc elle est soumise dans ses inculpations et dans ses procès au pouvoir politique occidental, en l'occurrence britannique, français, etc. Et Fabius, il n'explique pas, ça ne s'explique pas par sa propre volonté politique personnelle, son amitié qui est réelle avec Ouattara, mais il représente un groupe de pression, d'intérêt, d'amitié, et qui en quelque sorte endossé dans une certaine mesure pour la Côte d'Ivoire, mais pas par tous les pays, par François Hollande. Donc c'est un peu cette ingérence judiciaire qui est une continuation de l'ingérence politique et militaire. Vous voulez dire que la libération de Laurent Gbagbo dépend de la France? Mais bien entendu, parce que de toute manière, la Cour pénale internationale est soumise aux institutions comme le Conseil de sécurité, et s'il y avait une volonté politique réelle française de le libérer, d'abord de l'assigner à résidence, ensuite d'annuler le procès ou de l'amnistier, de toutes sortes de possibilités, contrairement à ce que dit la pensée dominante. Avant de vous recevoir sur ce même plateau, si votre programme le permet, qu'on parle du prochain procès de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il y a des chances que Laurent Gbagbo soit libéré un jour? Parce que pour ceux qui nous regardent, c'est quand même important. Certainement. Pour autant, et malheureusement, ça a été d'ailleurs une mesure à la fois mesquine et quelque part ignoble. Le procès a été retardé de 3 mois juste après les présidentielles, donc il devrait commencer en janvier prochain, s'il n'y a pas de report. Mais il peut y avoir un procès qui d'ailleurs ne va pas durer 1 ou 2 mois, qui va durer, il faut bien le dire à vos auditeurs, un certain temps. Et il peut être soit amnistié, soit au fond innocenté, soit c'est une sorte
de jeu juridique pour que la Cour pénale internationale ne se déconsidère pas totalement. On peut lui donner une peine de pure forme qui couvrirait les 5 ans de la durée de sa détention. Donc en fait, il serait libéré. Mais il serait temps. C'est, comme vous le savez, quelqu'un qui est âgé, qui vient d'avoir 70 ans, et c'est sans doute pas facile pour lui. Donc je pense que lui-même, il l'a dit plusieurs fois, hein, il y a une certaine logique coloniale qui fait qu'il est là, et qui veut prendre la parole devant, au fond, le monde entier, en dehors des citoyens ivoiriens, pour établir les choses, pour établir sa vérité. Mais pour autant, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le procès ne se tienne pas et que ces tractations que j'évoquais, qui n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, arrivent à sa libération? Voilà, c'est la question qu'on peut poser. Nous sommes à la fin, vers la fin de l'émission. C'est pas facile de vous lâcher. Merci. De vous lâcher parce que... Pour autant... non, je sais qu'il y a un problème de timing. Je vous en prie. Aujourd'hui, Ouattara s'est installé. Vous en avez parlé tantôt sans insister là-dessus. Il dit comme ça que lui, il n'y a pas de gouvernement d'ouverture, pas de gouvernement d'union. C'est étonnant. C'est au prix même de... S'il doit sacrifier la réconciliation, il va faire comme il veut, c'est-à-dire il n'y a pas de gouvernement d'ouverture. Est-ce que, comment vous, en tant que politologue, comment vous voyez cette posture de durcissement de position par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire? Ça me rappelle Bédier dans ces derniers temps, ce qui n'est pas une hypothèse optimiste pour Ouattara, c'est-à-dire la politique, c'est pas que rationnel. Dans un système rationnel, non seulement il aurait donné quelques pourcentages de plus à ses opposants comme Afin Guessa, mais il pratiquerait un gouvernement de large ouverture, et puis il irait vers une réconciliation, il amnistierait une sorte de grâce présidentielle et 400 prisonniers politiques et plus, et puis il présenterait un visage plus humain, au fond, à l'international. Il laisserait inculper quelques militaires comme Losini Fofana, le chef de guerre sanglant, mais il n'en prend pas le chemin. Donc ça veut dire que la politique, en tout cas pour lui, il y a quelque chose d'irrationnel, et que c'est un homme politique qui cherche peut-être par moments la vengeance, et qui a une certaine haine envers les partisans de Laurent Gbagbo, et puis qu'il met le pays aussi sans doute en coupe réglée. Hein. Il fait des affaires, son clan fait des affaires, et il endette le pays, la population n'en voit pas au fond les bénéfices, hein, contrairement à tout le discours officiel. Donc il y a quelque chose d'irrationnel, voire de suicidaire politiquement, qu'on a du mal à comprendre. Quand on jette un regard sur, vous parlez tout à l'heure de l'impunité, quand on jette un regard sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est un problème important, vous, en tant que politologue, comment vous voyez déjà l'évolution avec les élections qui viennent de passer dans cette région? Il y a eu les tueries de Naïbli qui sont restées impunies. Comment vous voyez tout ça aujourd'hui? La réconciliation, elle n'est pas effective. Laurent Gbagbo est encore en prison. Ouattara n'a pas d'ouverture. Comment vous voyez tout ce cocktail? Oui, l'Ouest, alors là, c'est plutôt comme un sociologue, hein, c'est sans doute le plus inquiétant, puisqu'effectivement, on peut ajouter à ce que vous avez dit, l'exode forcé de dizaines de milliers de Oué au Libéria, et la récupération par la force de leurs terres par des gens qui viennent soit du nord de la Côte d'Ivoire, soit plutôt du Sahel, du Burkina en particulier. Donc il y a une sorte de colonie de peuplement qui a commencé d'ailleurs, d'après moi, même avant 2010, hein, d'après les sources que j'avais de certaines ONG. Et donc cette sorte de... Vous avez parlé de Naïbli, le massacre d'Ouékoué, des 1000 Oué au moment de la conquête de Ouattara, c'est sans doute le crime de guerre, voire pour certains le crime contre l'humanité d'origine, hein, qui marque le régime Ouattara au moment de sa conquête. C'est quelque chose d'inexpiable, c'est quelque chose qui, à ma grande surprise, n'a pas de traduction judiciaire internationale. Hein. C'est sans doute des ONG qui sont compromises, qui ont fait du négationnisme par rapport à ces massacres, parce qu'elles étaient pro-Ouattara, certaines ONG des droits de l'homme, ce qui est purement scandaleux. Et c'est sans doute cette situation, en quelque sorte politico-ethnique, qui est la plus
la plus grave. Alors il y a des associations ici de Way en exil, j'ai fait des réunions publiques avec eux, mais pour autant ils n'arrivent pas à faire ce qui se fait par exemple au Rwanda, hein, à inculper ou à, disons, faire des procès internationaux à propos de ces massacres et de ces crimes de guerre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le professeur, bien sûr, il va y avoir des élections en Côte d'Ivoire, législatives et municipales. Tout à fait. Par rapport à ces élections, en tant que politologue, comment vous voyez la position de l'évolution, la position de l'opposition, je parle notamment du Front populaire ivoirien. Tout à fait. Alors là, dans les scénarios qu'on avait esquissés tout à l'heure, on n'a pas fait celui de la participation de l'opposition à ces élections locales et puis de l'Assemblée nationale. Il y a toujours effectivement l'hypothèse ou le scénario de la cohabitation où, contrairement au présidentiel, l'opposition, dont le FPI, pour être clair, tendance Sangaré, Akoun, etc., fidèle à Laurent Gbagbo, participerait aux élections et puis contraindrait le pouvoir à une cohabitation. Et je vous rappelle que Laurent Gbagbo, bien qu'on lui annonçait à l'avance par des Français à l'ambassade son taux de réussite de 18% aux législatives, il est allé quand même aux législatives en son temps, et le peu d'élus qu'il avait servait quand même de force d'opposition face au Houphouët-Boigny. Ça a été quand même... Voilà. 9 députés. Dans lui-même, mais qui faisait du bruit comme le sang, et qui était relayé par les médias, et qui était quand même un embêtement constant pour le régime à l'époque. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, en quelque sorte, de vérité politologique absolue. Il y a des scénarios, des hypothèses, en fonction des circonstances. Il est certain qu'aller aux élections avec une liste électorale truquée, qu'on ne négocie pas, qu'on ne connaît même pas, quelque part, c'est un suicide. Mais enfin, s'il y a une opportunité de faire changer le régime, de faire libérer les prisonniers, d'arriver à une certaine cohabitation, de contraindre le chef de l'État à une certaine ouverture, c'est sans doute une hypothèse ou une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Professeur, une toute dernière question, parce que je vais vous laisser partir. Dernière question, quelle relation faites-vous entre l'élection, la démocratie et la paix? Élection présidentielle ou élection présidentielle en Afrique, élection présidentielle, démocratie et paix. Par rapport à la Côte d'Ivoire, quand on se fait une incursion dans le temps, 2010 et 2015. Oui. Alors, c'est ma toute dernière question. Oui, si vous voulez, c'est vrai que les échéances électorales, souvent, ça a été l'occasion, vous avez fait allusion à ça au début de l'émission, ça a été des moments d'affrontement et qui a mené plus à la guerre qu'à la paix. Ça c'est vrai historiquement et bien au-delà de la Côte d'Ivoire, parce qu'on remet en question le pouvoir d'État, donc et la présidence. C'est ça qui est. Et les hypothèses au fond pacifistes dont je parlais, ce qui s'est passé en France à l'époque, si vous vous souvenez, de cohabitation, c'est vraiment pas très africain ni ivoirien. Mais enfin, bon, il y a toujours un espoir. Alors, donc, à cause de l'importance des corps parallèles, et notamment des DOSO, FRCI et autres mercenaires, là, le processus électoral ne peut être que fictif, qu'une apparence, puisque la réalité est ailleurs, vous voyez. La réalité est ailleurs, le plan de vue intérieur, et à travers les deux corps expéditionnaires et l'ingérence perpétuelle de la France, voire l'intervention de Hollande dans les affaires du Front populaire ivoirien. Donc la réalité, elle est là. Elle est peut-être occulte, mais elle est là. Et elle est là depuis 150 ans, si je peux dire, de domination, d'exploitation, d'ingérence perpétuelle. Et donc, dans ces conditions, moi je trouve qu'il est extrêmement courageux pour les partis politiques opposition, bien au-delà de la Côte d'Ivoire, d'aller à des élections. J'étais au Togo aussi, devant la dynastie Yadema, les partis d'opposition sont allés aux élections. Et puis, ils ne peuvent pas être déçus parce qu'ils savent comment ça se passe. Et pourtant, ils y vont. Donc, il y a une croyance populaire qui est tout à fait respectable dans les vertus de la démocratie, même si ça ne se réalise pas. On pense et on espère que ça se réalisera un jour. Merci, professeur. Merci à vous. Votre conclusion par rapport à l'émission? Bon, conclusion générale. Non, je suis vraiment
Enchanté de pouvoir discuter sur la longue durée, ce qui arrive rarement, et en tant que politologue, des enjeux, d'abord de manière comparative avec d'autres pays d'Afrique, et puis en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il y a sans doute des sujets qu'on n'a pas abordés, comme ce que j'appelle les 3 blocs ethnico-régionaux à Cancrou et Dioula, voilà, qui expliquent un peu en profondeur le jeu politique ivoirien, mais dans l'ensemble, c'est une émission en quelque sorte entre intellectuels qui fait un peu avancer l'analyse. Merci professeur. Schéma directeur est donc ouvert. Vous pouvez venir à tout moment. Je sais que les sujets, j'en ai beaucoup à vous proposer. Donc, merci d'être venu. Cette émission est terminée et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Schéma directeur. Merci professeur. Et merci à vous. Bonne soirée. Merci.